Ce bouquin, donc justement, je pense que les internautes sentent bien que j'ai aimé. Je leur conseille parce qu'elle a presque est magique. C'est autant l'aventure extrême que vous avez vécue, ce voyage, et tout l'amour de la langue que vous avez, et la littérature, ce que vous avez pu en extraire. Parce qu'on sent qu'effectivement, choisir le bon mot, la bonne phrase pour décrire et exprimer même les sentiments que vous avez vécus, c'est pas si facile. Clairement. Eh bien, il y avait justement cette idée de pouvoir traduire le voyage qu'on était en train de faire dans une nature qui, d'une part, personne n'a écrit dessus, ou très peu de gens. On peut retrouver peut-être Charles Breuer Carillas qui a un petit peu écrit dessus, on peut retrouver Streyermayer qui a un petit peu écrit dessus également, mais ce sont des livres essentiellement botaniques et qui ont à voir vraiment avec la végétation. Donc moi je ne pouvais pas m'épauler sur une bibliothèque déjà constituée et pouvoir jongler avec des informations qui existaient déjà. D'un autre côté, les informations que j'avais étaient soit en espagnol, donc il fallait que je les traduise en français, soit en indigène, en pemón. Donc il fallait qu'il y ait une première traduction en espagnol. On perdait déjà un grand pourcentage de la véracité et de l'origine des propos. Et puis après, il fallait que moi, encore une fois, je fasse une nouvelle traduction en français. Donc, cette espèce de désert, à la fois d'enquête et à la fois empirique, d'expérience, eh bien, m'a obligé un petit peu à réinventer cet espace et donc peut-être à réinventer un peu la langue, très humblement. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve peut-être des mots un peu d'hier ou des formules désuètes qu'on peut retrouver peut-être dans des Chateaubriand ou qu'on retrouver dans des vieux voyageurs du 19e siècle, à la Jules Verne ou à la Adolphe Victor. Donc on retrouve peut-être cette espèce de croisement entre une nature très fraîche, très sauvage, très nouvelle, primordiale, la terre rouge première, et d'un autre côté cette langue pleine de poussière d'hier, des vieux voyageurs qui avaient des cloches d'insectes et des cages de morrocoyes. Pour finir sur le travail d'écriture, on sent bien que ça s'est quand même fait en 2 temps, c'est-à-dire sur place en prenant des notes, ça vous l'avez vraiment fait. Oui. Et après, est-ce qu'il faut une certaine distance pour écrire ou au contraire, dès qu'on rentre, on écrit ? Moi, dès que je suis rentré, j'ai écrit, mais après, tout simplement parce que c'était une commande et moi j'avais certains horaires qu'il fallait que je respecte et puis j'avais un peu de temps. J'ai pris énormément de notes pendant le voyage, c'est-à-dire que j'avais le Moleskine à côté, j'avais le Moleskine qui était juste à côté, et puis un petit bout de papier sur lequel je notais souvent des noms de fleurs, des noms de plantes, des noms de feuilles ou des fleuves, ou tout simplement quel était l'itinéraire qu'on était en train de prendre. En arrivant en France, eh bien, j'avais un carnet qui était pratiquement rempli, à tel point qu'en le relisant et passionné par ce voyage que j'étais en train de refaire dans un train pour aller de Paris à Bordeaux, j'ai oublié le Moleskine, le carnet, dans le train, dans le TGV. Et je me souviens avoir fait une demande en catastrophe à la SNCF. J'ai appelé immédiatement la maison d'édition Rivage qui était prête à acheter le TGV ou à acheter le dépôt du train, tu sais, pour pouvoir retrouver le Moleskine. Finalement, je l'ai retrouvé. Et puis aussitôt, j'ai passé toutes les notes au propre. Et puis elles étaient composées à la façon d'un calendrier, c'est-à-dire le jour et puis ce qui s'est passé. Et puis moi, j'ai essayé de lui donner une sorte de structure un peu plus romanesque, un peu plus lyrique, et pouvoir relier les passages entre eux avec des rebondissements comme ça, parfois des écarts. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi avec une distance, pourquoi pas voir ce qu'on pourrait extraire de cette aventure, mais plus tard dans le temps. Plus tard dans le temps, c'est-à-dire une réécriture du livre un peu plus tard. Pourquoi pas. Eh bien, moi je suis sûr que s'il y avait eu un autre auteur qui serait venu, il aurait écrit un livre complètement différent du mien. Heureusement que chaque auteur a sa perception. Et heureusement qu'à un moment donné, on s'arrête et qu'on fait le livre. Clairement. Sinon, on ne s'en sort pas. Juste, je voudrais revenir sur le côté, là pour le coup extraordinaire, on sort de l'écriture, c'est cette fameuse chute à la fin. Pour la descendre, il faut quand même qu'on explique aux internautes, pour leur donner aussi envie de lire le bouquin, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça prend du temps à descendre. Ça prend du temps, on a mis 2 jours à descendre, c'est-à-dire la chute fait presque 1 kilomètre, il me semble que c'est 980 et quelques, enfin c'est presque 1 kilomètre, et alors naturellement on n'a pas de corde qui puisse faire 1 kilomètre de corde, donc on a des cordes qui je crois elles font 180 mètres. Donc il s'agit en fait de faire des relais à chaque fois et s'arrêter sur des petites saillies, sur des petits belvédères, et on se vache, selon la formule des trekkers, rappeleurs, ou enfin des escaladeurs, ils se vachent alors. Donc l'idée c'est qu'on a mis 2 jours à la descendre puisqu'on a dû faire 14 rappels. Comme on était 5, on devait donc lancer la corde, le premier descend, crie d'en bas « libre »,
Le deuxième descend, le troisième, et on doit tous alors s'entasser dans une espèce de petite saillie, mais qui n'était, je te dis, pas plus grande parfois que cette table. Enfin, c'est quelque chose qui est minuscule. On se vache entre nous jusqu'à le cinquième descend, on tire la corde d'en haut, et puis on la relance en faisant ici le relais. Ça a pris alors en effet 2 jours, et il a fallu qu'on dorme à mi-chemin dans une grotte que nous avons trouvée, que le guide vénézuélien Henry González, que je salue du geste, a nommé La Cueva, comme ça, dans une espèce de moment prophétique, qui veut dire tout simplement la caverne, la grotte en espagnol. Et puis nous avons dormi là, assis sur une pierre. Moi je n'ai pas dormi, puisque les états d'adrénaline étaient très forts, et puis le vacarme et le cri de l'eau au loin m'empêchaient de trouver le sommeil, et la blancheur du ciel comme ça m'éblouissait, était aveuglante. Et puis après nous avons en effet fini les 7 autres rappels qui nous restaient, sans café, sans presque avoir mangé, sans sucre. Enfin, encore une fois, moi j'en garde un souvenir vraiment difficile. Quand on arrive en bas, quand on arrive en bas, il n'y a plus d'eau. C'est-à-dire que la chute est si haute et elle est si mince qu'elle finit en embrun et en poussière. Donc il n'y a pas de lac en bas. C'est-à-dire que tout à coup, comme ça, la cascade finit par asperger sur 3 km à la ronde toute la jungle. Comme ça. Donc tout est humide, mais il n'y a pas une seule goutte d'eau, il n'y a pas une flaque. Alors nous, on avait soif, par exemple. Si on n'avait pas pris des bouteilles d'eau, et du coup on avait soif, mais on ne trouvait à aucun moment un lac ou un petit fleuve ou une gorge. Donc c'est curieux de se rendre compte que tout est mouillé et qu'on doit aller lécher la feuille pour pouvoir avoir un petit peu d'eau alors qu'on est dans la cascade la plus haute du monde. Enfin, encore une fois, on retrouve ces contradictions, ces paradoxes qui dans la nature sont frappants et dans les hommes pire encore. Non, donc en effet, on a fini et après il fallait pendant 3-4 heures de marche finir jusqu'à arriver au premier fleuve Chulum où on pouvait enfin d'abord s'abreuver. Je me souviens d'être tombé comme ça à plat ventre, tu sais, le visage dans l'eau, et la pirogue qui devait nous amener à une première communauté indigène. Miguel Bonnefoy, c'est déjà la fin de l'interview, on en a bien parlé, autour du récit jungle de cette extraordinaire aventure. Et ce qui est très important, j'insiste pour les lecteurs, enfin les internautes qui vont devenir lecteurs, c'est que c'est à la fois ce récit extraordinaire, mais alors il y a une vraie langue, il y a vraiment, pour ceux qui ne vous ont pas encore lu, et j'espère qu'ils sont nombreux, qui vont vous découvrir, parce qu'il y a vraiment une vraie langue, et moi je parie très fort sur vous. Quels sont vos projets pour la suite ? Et on terminera là-dessus. Alors, je suis déjà sous contrat pour écrire le 2e roman après le voyage d'Octavio dans la maison d'édition Rivage, et il sera sur les chasseurs de trésors et sur les chercheurs d'or. Miguel Bonnefoy, un grand merci. Merci beaucoup. Jungle, c'est aux éditions Paulsen, depuis le 7 janvier en librairie. Un grand merci. Merci.